Alors, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai le plaisir de vous présenter, chers élèves, une nouvelle leçon qui est la vitesse. Comme vous le savez, au début de chaque leçon, on définit d'abord les objectifs de connaissance et du savoir-faire. Alors, le premier objectif, c'est savoir l'expression de la vitesse moyenne et bien sûr l'unité. Et on va, dans cette partie de leçon, on va faire aussi la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Deuxième objectif, c'est connaître la nature du mouvement, à savoir mouvement accéléré, retardé et uniforme. Et le dernier objectif, c'est connaître la distance d'arrêt, bien sûr, ça s'appelle aussi la distance de sécurité, parce que la vitesse tue, et bien sûr, on doit respecter d'abord les consignes ou les règlements de la route, le code de la route, et pour éviter les accidents. Et puis, les objectifs du savoir-faire, c'est les calculs, c'est-à-dire calculer la vitesse moyenne d'un mobile et savoir calculer la distance d'arrêt, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, première activité, activité 1, c'est la vitesse moyenne et son unité. Et ici, bien sûr, il y a plusieurs méthodes pour entamer cette leçon, méthode d'un graphique qu'on peut interpréter et méthode des exemples pour montrer quelle est la relation entre la vitesse d'un mobile, la distance parcourue et le temps mis pour parcourir cette distance. Alors, ici nous avons une voiture A qui a parcouru une distance de 100 km en une durée qui est égale T1, qui est égale à 45 minutes. Une autre voiture B qui a parcouru la même distance, mais en une durée qui est égale à 1 heure. Donc, qu'est-ce qu'on conclut d'après cet exemple? Donc, on conclut que la voiture A, il roule avec une vitesse très grande, c'est-à-dire elle est plus rapide. Donc, ici, plus le temps mis pour parcourir une distance est court, plus la vitesse du mobile est grande. Et donc, il y a une proportionnalité entre la vitesse, la distance et le temps. Bien sûr, la vitesse et le temps sont inversement proportionnels, c'est-à-dire ils varient en sens inverse. Donc, la relation qui relie la vitesse, la distance et le temps est la suivante. Donc, la vitesse moyenne, c'est quoi? C'est le quotient de la distance par ou sur la durée de parcours de cette distance. Donc, V égale à D sur T. C'est le rapport D sur T. Alors, les unités. Il y a deux unités. Il y a l'unité internationale, c'est-à-dire dans le système international, et l'unité usuelle, c'est-à-dire utilisée dans le langage courant. Donc, nous avons ici, donc si on exprime D en mètres et T en secondes, alors dans ce cas, la vitesse elle est exprimée en mètres par seconde. On peut, bien sûr, il y a une autre notation, c'est-à-dire point M, point S, moins 1. Ça, c'est une unité, mètres par seconde, c'est l'unité dans le système international. Je répète, si j'exprime la distance en mètres et le temps en secondes, et bien sûr, la vitesse sera exprimée en mètres par seconde. On peut noter aussi, d'une autre façon, mètres.s-1. Alors, ou bien, si j'exprime la distance, si j'exprime la distance en kilomètres et le temps en heures, alors dans ce cas, la vitesse elle est exprimée en kilomètres par heure ou kilomètre point H moins 1. Alors, maintenant, on va voir comment on peut passer du kilomètre par heure en mètre par seconde ou du mètre par seconde en kilomètre par heure parce que dans des exercices, on vous demande, par exemple, calculer la vitesse d'un mobile en kilomètre par heure, puis en mètre par seconde ou en mètre par seconde, puis en kilomètres par heure, et bien sûr, on doit savoir les conversions. Alors, pour passer du kilomètre par heure en mètres par seconde,
mètres par seconde, eh bien, on doit diviser par 3,6. Et pour passer du mètre par seconde en kilomètres par heure, je dois multiplier par 3,6. Alors, par exemple, nous avons par exemple 72 kilomètres par heure. Pour passer du kilomètre par heure en mètres par seconde, eh bien, on doit diviser 72 par 3,6 pour nous donner, bien sûr, en mètres par seconde, et ceci égale à 20 mètres par seconde. De même, pour passer du mètre par seconde en kilomètres par heure, eh bien, je peux multiplier 20 par 3,6 pour avoir 72 kilomètres par heure. Donc, lorsqu'on nous demande de calculer la vitesse d'un mobile en kilomètres par heure, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la distance doit être exprimée en kilomètres et le temps mis pour parcourir cette distance doit être, bien sûr, exprimé en heures. Alors, maintenant, on va voir un exercice d'application pour nous faciliter l'application de la relation. Alors, deux voitures ont parcouru la même distance d 100 km pendant deux durées différentes, T1 égale à 45 minutes et T2 égale à 45 minutes. La question, c'est laquelle des deux voitures est plus rapide. Bien sûr, on va montrer, bien sûr, d'après les données, T1 égale à 45 minutes et T2 égale à 48 minutes. Donc, on sait déjà, on peut déjà répondre, à cette question d'après les durées. Bien sûr, celle qui a mis moins de temps, c'est la voiture la plus rapide. Alors, mais on va montrer ceci par le calcul. Donc, calculons la vitesse moyenne de la voiture, la première voiture. Donc, pour cela, on doit s'habituer dans chaque exercice à relever d'abord les données. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? On a D, une distance parcourue qui est égale à 100 km. Et nous avons une durée T1 égale à 45 minutes pour la voiture V1, pour la voiture, la première voiture, la voiture A, on va l'appeler A, et on a la même distance D qui est parcourue en une durée T2 égale à 48 minutes. Ça, c'est pour la voiture B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer la vitesse de la première voiture et la vitesse de la deuxième voiture. Alors, la vitesse moyenne de A, c'est quoi? C'est d'abord, on doit appliquer la relation. Donc, on sait que Vm égale à D1 D sur T1. Donc, D, c'est quoi? Nous avons 100 km. Sur T1, ici, lorsqu'on a le temps en kilomètres et que la vitesse, on veut la calculer en kilomètres par heure, eh bien sûr, je dois convertir T1, 45 minutes. Donc, T1, ici, nous avons 45 minutes. Pour la convertir, eh bien, ici, nous avons 45 sur 60. Ça va nous donner 15 fois 3 sur 15, comme on a vu tout à l'heure, multiplié par 4, ça va nous donner 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure. Donc ici, nous avons 3 sur 4 heures. Bien sûr, ici, nous avons la vitesse en kilomètres par heure. Il suffit de continuer le calcul. Vm égale à 100 multiplié par 4 divisé par 3. Et tout ceci, c'est en kilomètres par heure. Donc, ça va nous donner, bien sûr, 4 fois 100, c'est 400. Divisé par 3, ça va nous donner 133,3 km par heure. Voilà la vitesse de la première voiture A. Concernant la deuxième vitesse, appelons celle-là V1M, V2M, la deuxième voiture. On a la même distance, donc on doit appliquer la même
règle, même relation, T2, donc D sur T2. Ici, nous avons la même distance parcourue, c'est-à-dire 100 km, sur, bien sûr, ici, on doit 48 minutes. Donc T2 égale à 48 minutes. On doit la diviser par 60. Ça va nous donner 0,8 heures. Et bien ici, on va diviser par 0,8 heures. Ça va nous donner 125 km par heure. Et donc, ça, c'est pour la deuxième voiture qui est la voiture B. Donc, comme on a conclu avant de faire le calcul que la voiture qui a mis moins de temps qui est la plus rapide, bien sûr, celle qui a mis moins de temps, c'est-à-dire celle qui a 45 minutes, qui a une vitesse, on l'a confirmé par le... Alors maintenant, on va passer à l'activité 2 qui est la nature du mouvement. Mais avant de passer à cette activité, je dois signaler, comme je l'ai dit au début de la leçon, la différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Vitesse moyenne, comme on a appris à calculer cette vitesse, c'est parce que pour parcourir une distance très longue, bien sûr, on ne peut pas aller le long de cette trajet avec la même vitesse, et par conséquent, bien sûr, on va parler de vitesse moyenne. Par contre, la vitesse instantanée, il y a ce qu'on appelle un instrument de mesure et d'affichage qui est le tachymètre. Donc, c'est quoi un tachymètre? Donc, c'est un instrument de mesure et d'affichage de la vitesse, ou bien ça s'appelle aussi le compteur de vitesse, comme celui qui est dans les voitures. Par exemple, lorsque je conduis ma voiture et je roule à une vitesse donnée, bien sûr, le tachymètre, c'est-à-dire le compteur de vitesse, va me donner directement, c'est-à-dire l'aiguille, il indique par exemple 100 km, et bien cette valeur, c'est la vitesse instantanée. En plus, les radars utilisés par la gendarmerie ou la sûreté nationale, c'est-à-dire la police, dans les routes nationales, bien sûr, ça, ils mesurent la vitesse instantanée. Maintenant, on va passer à l'activité 2 qui est la nature du mouvement. Lorsqu'on parle de nature du mouvement, ça veut dire mouvement uniforme, ou mouvement accéléré, ou mouvement retardé. Alors pour cela, on utilise une technique qui s'appelle la chronophotographie. Alors c'est quoi la chronophotographie? C'est une technique qui consiste à prendre une succession de photos à intervalles de temps égaux. Et tout ceci, c'est pour analyser le mouvement d'un mobile. Ici, comme vous voyez, nous avons enregistré les positions occupées par le mobile par la technique de chronophotographie. Comme vous voyez ici, nous avons les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont égales. Et bien sûr, la vitesse reste constante. Ici, j'écris M0, M1 sur T. C'est quoi? C'est une vitesse. C'est la vitesse entre M0 et M1. Entre M1 et M2, c'est M1, M2 sur T. C'est quoi? C'est la vitesse aussi. Donc, cette vitesse, elle est égale à celle qui est avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le mobile se déplace avec une vitesse qui est constante, c'est-à-dire une vitesse qui ne change pas au cours du temps. Donc, quand est-ce qu'un corps ou un mobile a un mouvement uniforme? Premièrement, si la vitesse reste constante, c'est-à-dire ne change pas, ou si les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont égales. Maintenant, on va passer au mouvement accéléré. Comme vous voyez ici, c'est la technique aussi la technique de la chronophotographie, c'est-à-dire nous avons pris des positions M0, M1, M2, M3, M4, ce sont des positions occupées par le mobile pendant son déplacement. Et comme nous remarquons ici que les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont de plus en plus grandes, c'est-à-dire la vitesse augmente au cours du temps. Donc, quand est-ce qu'un corps, un mouvement ou un mobile, un mouvement accéléré, si les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont de plus en plus grandes, ou si la vitesse augmente au cours du temps. Maintenant, on va passer à
en mouvement retardé ou mouvement ralenti. Ici aussi, nous avons pris des positions occupées par le mobile pendant son déplacement. M0, M1, M2, M3 et M4. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont de plus en plus petites. C'est-à-dire, la vitesse diminue au cours du temps. Donc, quand est-ce qu'un corps ou un mobile a un mouvement retardé? Si la vitesse diminue avec le temps, ou si les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps sont de plus en plus petites. Maintenant, on va passer à l'activité 3, la distance d'arrêt. Ça s'appelle aussi la distance de sécurité. À mon avis, cette activité, c'est la plus importante, car l'excès de vitesse, ça tue. La semaine dernière, il y avait 8 morts dans l'accident qui s'est arrivé à Dakhla. Et ceci, c'est à cause de l'excès de vitesse et le non-respect de la coupe de la route. Donc, c'est pour cela que cette activité 3 est très importante pour nos chers élèves qui sont les futurs conducteurs. Eh bien, la distance d'arrêt ou la distance de sécurité, c'est quoi? C'est la distance comprise entre le moment où le conducteur perçoit un danger et le moment où il s'arrête, c'est-à-dire lorsqu'il s'arrête complètement. Alors, cette distance d'arrêt dépend de deux choses très importantes. Dépend de la distance de réaction et de la distance de freinage. C'est quoi la distance de réaction? C'est la distance parcourue par le temps de réaction. Le temps de réaction, c'est quoi? C'est le temps de transmission de l'influx nerveux, c'est-à-dire de l'organe récepteur qui est l'œil, vers l'organe effecteur qui est le pied qui va se poser sur la pédale. C'est-à-dire ici, le sens du mouvement. Donc, il y a un conducteur qui vient avec une vitesse. Ici, c'est le moment où il va percevoir un danger qui est là. Bien sûr, du moment où il perçoit le danger et le moment où il va commencer à freiner, c'est-à-dire poser son pied au pédale, il y a une distance qui va être parcourue. C'est la distance de réaction qui est relative au temps de réaction. Donc, le temps de réaction, c'est quoi? C'est le temps mis par la transmission de l'influx nerveux de l'organe récepteur qui est l'œil vers l'organe effecteur, c'est-à-dire le pied, qui va se poser sur la pédale. Eh bien, le temps de réaction, la relation entre la distance de réaction et la vitesse et le temps de réaction, c'est dr égale à v fois tr. Donc, pour calculer la distance de réaction, on doit d'abord convertir la valeur de la vitesse avec laquelle le conducteur roule et on va la calculer, convertir en mètres par seconde et la multiplier par le temps de réaction. Le temps de réaction pour quelqu'un qui est normal, il est estimé à 1 seconde. Cette distance, c'est-à-dire la distance de réaction, elle dépend du conducteur, de l'état du conducteur physique et moral. Physique, c'est-à-dire pas de fatigue, etc. Moral, ça veut dire qu'il n'a pas pris des médicaments ou l'alcoolémie, etc. Donc, la distance de réaction, elle est très importante ici. Et bien sûr, cette distance de réaction dépend aussi de la vitesse. Plus la vitesse est grande, plus cette distance sera grande. Maintenant, on va passer à la distance de freinage. La distance de freinage, c'est la distance comprise entre le moment où le conducteur pose son pied sur la pédale et le moment de l'arrêt complet. C'est la distance de freinage. Et cette distance dépend de l'état mécanique de la voiture, bien sûr, et dépend aussi de l'état du climat, c'est-à-dire de la chaussée, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il y a des verglas, etc., etc. Alors, ici, la distance de freinage, je répète une dernière fois, la distance de freinage, c'est la distance comprise entre le moment où le conducteur commence à freiner et l'arrêt complet. Alors, la distance d'arrêt, c'est quoi? Comme je l'ai dit au début, la distance d'arrêt, c'est la distance comprise entre le moment où le conducteur perçoit le danger et le moment de l'arrêt complet, c'est-à-dire on écrit DA, c'est-à-dire la distance d'arrêt, égale distance de réaction plus la distance de freinage. Cette distance de freinage, soit on vous donne
un graphique où on doit relever cette distance de freinage, comme on va le voir dans un exercice, où on va vous donner une relation pour appliquer cette relation et calculer la distance de freinage. Bon, donc maintenant, on va voir un exercice d'application pour montrer aux élèves comment on peut calculer la distance d'arrêt, c'est-à-dire la distance de réaction, et comment, par exemple, relever la distance de freinage dans un tel graphique. Alors, commençons par l'exercice. Alors, un conducteur roule à une vitesse V égale à 100 km/h dans son véhicule. Il aperçoit un danger à D égale à 50 mètres. Son temps de réaction est alors de TR égale à 0,8 secondes. Quelle distance DR parcourt-il pendant la phase de réaction? Donc d'abord, on doit apprendre à relever les données pour répondre aux questions. Donc, reliant le texte une deuxième fois. Donc, un conducteur roule à... Donc, on a les données. Donc, un conducteur roule à V égale à 100 km/h. Alors, ici, nous avons donc V égale à 120 km/h. Dans son véhicule, il aperçoit un danger à une distance de 150 mètres. Donc, le danger, on l'écrit ici, le danger est à D égale à 150 mètres. Son temps de réaction, donc le TR, égale à 0,8 secondes. Donc entre le moment où il perçoit le danger et le moment où il commence à freiner, il y a un temps de réaction. Pendant ce temps de réaction, c'est-à-dire pendant cette durée, eh bien, le conducteur a parcouru une distance qu'on doit calculer. Donc on sait que dr, comme on a vu dans la leçon, que dr égale v fois tr. Donc nous avons ici le temps de réaction en secondes. Donc on est obligé de convertir la vitesse en mètres par seconde. Donc nous avons ici, nous avons V égale, donc nous avons 120 km/h, donc on va diviser par 3,6. Donc ce qui nous donne 120 divisé par 3,6, ce qui nous donne 33,3 mètres par seconde. Donc la distance de réaction, on va faire l'application numérique. Donc la distance de réaction égale à V fois TR. V égale à 33,3 mètres par seconde multiplié par 0,8 TR. TR égale à 0,8 secondes. On simplifie par les secondes. Eh bien, 33,3 multiplié par 0,8 secondes, ça va nous donner 26,64 mètres. Eh bien, cette distance, c'est la distance de réaction. Bien sûr, cette distance, on peut toujours la comparer si la vitesse augmente, c'est-à-dire si nous avons une vitesse plus grande que celle de 120, bien sûr, la vitesse va être plus grande, c'est-à-dire 130 ou 140, on va avoir une vitesse dr qui est plus grande, comme on a dit au début, que cette distance dépend de la vitesse avec laquelle le conducteur roule. Bien, maintenant qu'on a calculé la distance de réaction, on va calculer ou relever la distance de freinage à partir du graphique. Et sous ceci, c'est pour répondre à la deuxième question qui nous a demandé d'utiliser le graphique pour savoir si le conducteur va réussir à éviter le danger, c'est-à-dire calculer la distance d'arrêt. Donc avant de commencer de calculer la distance d'arrêt, donc on calcule d'abord, on va relever la distance de freinage. Donc la distance de freinage, ici dans le graphique, eh bien nous avons la variation de la distance, donc cette courbe, ces deux courbes, celle verte, c'est pendant un jour où il y a la pluie, et la courbe qui est noire,
qui est en temps ensoleillé. Ces deux courbes, ils représentent quoi? Ils représentent la variation de la distance de freinage en fonction de la vitesse. C'est-à-dire, plus la vitesse augmente, on le regarde ici, plus là, bien sûr, la distance de freinage va augmenter et ceci influe aussi sur la distance de freinage s'il y a un mauvais temps pendant le jour, alors, ou pendant la nuit. Alors, calculons avec 120 km ici, nous avons ici un point à 120 km à l'heure, donc on va, ici nous avons un abscisse, et on va relever de la courbe l'ordonnée de cette vitesse, qui est à peu près égale à 90 mètres. À peu près égale à 90 mètres ici, donc l'ordonnée de ce point est égale à peu près 90 mètres. Donc ici, nous avons une distance de freinage égale à 90 mètres. Et par conséquent, nous allons calculer la distance d'arrêt. Donc ici, nous allons écrire la distance d'arrêt. On sait que la distance d'arrêt égale la distance de réaction plus la distance de freinage. Faisons l'application numérique. Nous avons la distance de réaction qui est égale à 26,64 mètres, plus la distance de freinage qui est égale à 90 mètres, qui est relevée de la courbe. Et bien ceci, ça va nous donner 116,64 mètres. Et ceci, il est inférieur à 150 mètres, ce qui fait que si le conducteur roule à une vitesse de 120 km par heure et qu'il fait beau temps, eh bien, il va éviter le danger parce qu'il va s'arrêter avant 150 mètres. Bon, maintenant, on va relever, le deuxième cas. Deuxième cas, c'est-à-dire la distance de réaction ne change pas. Distance de réaction égale à 33,3 mètres. Eh bien, la distance de freinage va changer. Donc, relevant l'ordonnée de l'abscisse 120 km. Donc, ici, on va relever à peu près, hein. Bon, ça va nous donner à peu près 160 mètres. Eh bien, lorsqu'il roule à 120 km, eh bien, la distance de freinage, bien sûr, ça va augmenter et on va relever cette distance de freinage de la deuxième courbe qui est verte. Alors, ici, nous avons la distance de freinage égale à 160 mètres. Donc, on sait que la distance d'arrêt égale la distance de freinage plus la distance de réaction. Distance de freinage, c'est 160 mètres, plus la distance de réaction qui est égale à 33,3 mètres. Et ceci, ça va nous donner 193,3 mètres. Et cette distance, comme vous le remarquez, elle est plus grande à 150 mètres. Donc, si le conducteur roule à 120 km par heure et pendant la pluie ou lorsqu'il fait mauvais temps, eh bien, il ne peut pas s'arrêter avant le danger. Eh bien, il va y avoir un accident ici. Il ne peut pas s'arrêter avant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut. Donc, d'une part, je vous ai montré ici dans cet exercice comment calculer la distance de réaction et comment relever la distance de freinage à partir d'un graphique. Et aussi, cet exercice nous montre aussi que plus la vitesse augmente, plus la distance de freinage augmente, et bien sûr, surtout lorsqu'il fait mauvais temps. Et ceci nous montre aussi que la distance d'arrêt augmente. Donc, essayons de respecter la vitesse limite. Essayons de rouler moins vite, même s'il fait beau temps, et pour éviter les accidents et les morts par la suite. En fin de cette vidéo, je voudrais bien remercier tous les gens, toutes les personnes qui nous encouragent, qui nous envoient des suggestions et des conseils. Encore une fois, merci.